Donc on a déjà un peu parlé de ce REM, qui est le RER transfrontalier, le CERM transfrontalier de l'Eurométropole de Strasbourg, et dont le grand public a surtout retenu les vicissitudes du démarrage. Quelques mois après, que faut-il retenir de ce démarrage difficile et de cette amélioration qu'on a entendue Alain Youn, à vous de me le dire. Merci. Bonjour à chacune et chacun. Et je remercie effectivement Jacques Fernic, alors qu'il connaît un peu le réseau strasbourgeois, étant lui d'origine strasbourgeoise. C'est vrai qu'on a parlé de fiasco, on a parlé de chaotique, on a parlé d'essuyer les plâtres. Alors on va parler effectivement de ce bilan. Peut-être quelques éléments avant que de présenter ce que nous avons voulu faire. Ça me semble important je dirais, y compris après ce qui a été dit, je pense notamment à David Valence, effectivement, comment c'est des vieux complices en la matière. Quels sont quelques éléments importants au-delà de la présentation même du projet? Le premier, c'est effectivement l'indispensable coopération entre la région et l'agglomération. S'il n'y a pas ça comme préalable, je dirais ça commence très très mal et ça a beaucoup de chances de ne pas aboutir. Je crois que c'est vraiment quelque chose, c'est la clé d'entrée de la réussite de toutes les démarches de ce type-là. Et comme tu le disais, David, on n'est pas de bord politique identique. Je ne sais pas si on l'est moins qu'avant, hein, je ne sais pas comment le dire, mais en tout cas, je crois qu'il y a des moments dans nos politiques publiques où l'intérêt général et le fait de relever un certain nombre de défis s'impose. Donc ça, c'est vraiment le premier élément clé de voûte. Et celui-là, on ne pourra pas l'inscrire dans un texte. Hein. Quoi qu'on en dise, ça, c'est quelque chose qu'il sera nécessaire de mettre en œuvre. Deuxième élément, j'ai envie de dire, c'est de ne pas attendre le grand soir. C'est-à-dire de commencer à partir de l'existant. Parce que si on attend la configuration idéale, on ne commencera jamais. Alors moi, je l'ai déjà dit à Jean-Claude Desgans, parce qu'il y a aussi au niveau du Gard d'autres agglomérations qui le disent, c'est pas en faisant tourner en boucle ce qui se passe à Zurich, même si c'est très bien ce qu'il y a à Zurich, qu'on va avancer. Et donc, c'est vraiment cette deuxième leçon, c'est-à-dire de commencer à partir de l'existant, parce que les usagers, le climat, les enjeux de mobilité ne peuvent pas encore attendre 3, 4, 5 ou 10 ans. Le troisième élément important, c'est qu'il faut effectivement sortir de nos logiques territoriales et parfois de nos postures. Effectivement, alors je ne savais pas que c'était 48%, David. Moi, j'étais à 50%, mais on ne va pas se chipoter pour 2%. Nous avons, au niveau de l'Eurométropole de Strasbourg, dans le cadre de cette coopération, décidé tout de suite de se dire on va mettre 50% du coût de fonctionnement supplémentaire sur l'ensemble du territoire, au-delà même de l'Eurométropole. Et c'est en fait ça qui a permis de se dire mais dans 2 ou 3 ou 4 ans, on verra avec les autres intercommunalités. Mais si on n'arrive pas à ouvrir un peu nos œillères pour avancer, on n'y arrivera pas. Et donc, il ne faut pas faire de calcul d'épicier pour démarrer. Il faut y aller, quitte à réajuster dans un deuxième. Troisième élément, effectivement, c'est services et pas seulement ferroviaire. J'ai beaucoup entendu depuis que la démarche passe pas à Strasbourg particulièrement, c'est l'obsession du ferroviaire. Alors c'est vrai qu'il faut qu'il y ait un retour du ferroviaire, c'est tout à fait évident, mais on a l'impression parfois qu'il y a la version noble des mobilités, c'est le ferroviaire, dans nos agglomérations, c'est le tram. Hein. On a exactement dans la même difficulté, c'est qu'il y a le train, le ferroviaire, et on oublie les services parce que les cars express, c'est comme dans nos agglos, les bus, c'est les plus pauvres, les plus précaires, les plus vieux, etc. Et donc, il n'y a pas de portage politique
de ces politiques publiques-là. Et donc, on les laisse un peu à l'abandon, d'autant plus que personne, ou pas grand monde, ne porte leur voix. Et si on veut embarquer tous nos territoires, il faut que ce soit l'ensemble des services qui soient dans la boucle, que ce soit naturellement le train, que ce soit le car express, que ce soit le vélo, que ce soit le covoiturage, parce que sinon, une partie de nos territoires vont encore se sentir beaucoup plus abandonnés. Et je dirais ce qu'on a peut-être vu avec les Gilets jaunes il y a quelques années, ça ne va peut-être pas s'exprimer comme ça, mais électoralement, je pense que ça peut aussi avoir un certain nombre de dégâts ultérieurs. Et si on prend, je ne sais pas, c'était pas toi David, je crois que c'était Jean Rotner qui le disait, vous prenez la cartographie de l'Alsace, du nord de l'Alsace, entre les endroits où il y a une desserte ferroviaire et où il n'y a pas, vous avez, je fais de la politique aussi, les dessins où les territoires, le Front National est de loin le plus important. Et donc, ce n'est pas seulement une question d'aménagement du territoire, mais c'est aussi une question que nous devons avoir en termes de capacité d'embarquer nos territoires. Et puis, la dernière remarque, avant que de passer sur le projet, c'est vrai qu'on entend, parfois on s'y perd, une foultitude de chiffres sur les investissements nécessaires. Et il y en a beaucoup qui sont nécessaires. Les discussions sont actuellement engagées sur les contrats de plan État-région. Je pense que malheureusement, ils ne sont pas à la hauteur de ce que nous attendons, que ce soit la métropole, que ce soit la région, que ce soit un certain nombre d'autres interlocuteurs. Mais nous sommes convaincus, et je prends aussi ma casquette de vice-président du GART, que si d'ores et déjà on n'engage pas un travail sur le coût des fonctionnements de ces services, on va quelque part sur de l'illusion, je ne vais pas au-delà, mais en tout cas sur de l'illusion que nous ne serons pas en capacité d'assumer, ni l'État, ni les collectivités, ni les opérateurs. Et donc s'il n'y a pas au minimum un déblocage du versement mobilité, nous n'y arriverons pas. À Strasbourg, le budget mobilité de la collectivité, en 4 ans, a passé ce que nous versons, je ne parle pas du versement mobilité et de tout le reste, a été multiplié par 4 en 4 ans. Multiplié par 4, on a passé de 17 à 70 millions, sans avoir intégré déjà les effets collatéraux financiers du CERM, du REM, c'est quand même 7 millions d'euros par an que met la collectivité d'Eurométropole sur ce projet-là. Et donc, nous n'y arriverons pas, nous vendrons du vent si nous restons uniquement sur les investissements et si on ne parle pas rapidement du fonctionnement. Donc, j'invite les parlementaires de tous bords à faire feu de tout bois pour que cette question, nous puissions avancer. L'Île-de-France a réussi à avancer parce qu'il y avait le chantage, j'ai envie de dire, je dis ça un peu comme ça, il y avait le chantage des JO. S'il n'y a pas l'augmentation du versement mobilité, je ne pourrais pas organiser. Enfin, Valérie Pécresse n'a pas dit ça, elle a dit ça avec plus de diplomatie. Mais nous, on n'a pas la même arme fatale pour dire si vous ne débloquez pas le versement mobilité, on n'y arrivera pas. Donc, je crois que c'est... Et je pense que c'est d'autant important que nous sommes dans une collectivité qui est contre la gratuité et dans une collectivité qui, le 1er juillet dernier, a réajusté ses tarifs. Et je crois qu'il y a une position aussi de responsabilité à avoir sur la capacité que nous avons. Dernière petite remarque. Je ne sais pas de combien de temps on a. Je me tourne vers Laurent Miguet parce que je pense qu'il faut... combien ? C'est la dernière minute. Bon, mais je n'ai pas encore présenté le projet. On pourra peut-être y revenir après dans les questions. Je crois que dans les plâtres que nous avons essuyés, donc au-delà de ceux que j'ai dit, il y avait aussi notre nécessité d'être vigilant à la capacité des opérateurs, en l'occurrence la SNCF, d'assumer les engagements qu'elle a pris. Je pense qu'aujourd'hui, si on est dans une situation un peu compliquée, moi je ne parle ni de fiasco, ni de... etc., dans une situation un peu compliquée, c'est qu'effectivement, il n'y a pas eu cette capacité... Je dirais, ce n'était pas une illusion qui était de se dire, bon, on sait faire le RER, on va le retraduire localement. Je crois que c'est presque un changement de métier
au niveau des agglomérations et de ce type de réseau. Donc, il nous semble plus important de se dire quelle est la confiance que nous pouvons avoir par rapport aux futurs usagers, comment pourrons-nous avancer pour que, in fine, les usagers, on leur donne envie de venir sur le train. Il ne faut pas qu'ils soient contraints et forcés d'aller vers les transports collectifs, mais c'est vraiment cette capacité d'avancer pour qu'il y ait de la fiabilité et une forme de sécurité pour les usagers. Parce que je crois que ça a été dit avant, je ne sais pas si c'était Philippe Tabarot ou toi, David, si au bout de la 3e fois, l'employeur se dit « il arrive encore en retard, ça va », si au niveau du lycée, la lycéenne ou le lycéen, une fois, il peut venir en disant « écoutez, mon train vient du retard », la 2e fois, ça commence à mal tourner, la 4e fois, il dit « mais tu viendras par un autre moyen de déplacement ». Donc cette question de fiabilité, elle est extrêmement importante et nécessaire pour avancer. Je pourrais peut-être venir après s'il y a des questions, parce j'ai plus parlé un peu de, je dirais, ce qui a fait un peu ce sentiment, plutôt que de dérouler un certain nombre de chiffres sur lesquels je pourrais revenir ultérieurement. Et je vous remercie. Merci Alain.